L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Cette peinture-là, elle m'a coûté 60 000 $ il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, j'en tirerai plus de 600 000. L'illusion s'est transformée en réalité. Et à mesure qu'elle devient plus réelle, ton besoin de la posséder grandit. Le capitalisme triomphant. Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2MWD Consulting. Lors de l'épisode précédent, nous avons fait un focus sur les nouvelles technologies et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre société. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre cette thématique, mais également d'introduire mon domaine de prédilection, à savoir la finance. Comme vous le savez sans doute, le Covid-19 a provoqué une crise économique sans précédent. Ces militaires gardent les abords de la Banque centrale libanaise. Depuis plusieurs jours, les actes de vandalisme contre les banques se multiplient. Depuis le début de la contestation, la livre libanaise a perdu près de la moitié de sa valeur. Résultat, le pouvoir d'achat s'effondre, des entreprises mettent la clé sous la porte, de nombreuses personnes perdent leur emploi. La rue réclame le départ de toute la classe dirigeante, jugée corrompue et incompétente. Plusieurs personnalités du secteur financier, telles que Ray Dalio ou encore Tammy Kabbage, affirment que cette crise dépasse de loin celle de 1929. Pour rappel, cet événement marque le début de la Grande Dépression qui est, jusqu'à ce jour, la plus grande crise économique de l'histoire. Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent après des années de hausse continue. C'est le jeudi noir. L'action concertée des banquiers enraye le krach en fin de séance, mais la chute vertigineuse reprend la semaine suivante. En quelques jours, les gains de l'année sont effacés, l'effondrement ruine des centaines de milliers de ménages et marque le commencement de la Grande Dépression. Mais au cours de l'été 1929, un ralentissement économique se fait sentir et un plan de relance doit soutenir les agriculteurs. L'effondrement boursier n'est alors qu'un premier pas dans la crise. La ruine des spéculateurs à crédit conduit à une vague de faillites bancaires. Le surendettement des fermiers du Middle West amplifie le cycle des défaillances. La confiance dans le système financier est ébranlée. En 3 ans, les ruées sur les dépôts font disparaître la moitié des banques aux États-Unis. Les mesures protectionnistes étendent la crise à l'Europe. L'Allemagne, sous le poids des dettes et des réparations de guerre, est menacée de faillite par le retrait des crédits américains en juillet 1931. 2 mois plus tard, la Grande-Bretagne plonge à son tour et doit décréter le flottement de la livre sterling. Le crédit se tarit, la production et le commerce international s'effondrent, le chômage explose. Aux États-Unis, l'élection de Franklin Roosevelt et le Banking Act de 1935 mettront fin à la crise financière. Mais en dépit des politiques de relance et de grands travaux d'infrastructure, il faudra 2 décennies et une guerre mondiale pour effacer définitivement les effets de la Grande Dépression. Revenons au présent et analysons les secteurs touchés par cette nouvelle crise économique. On ne va pas aller par 4 chemins. Le Covid-19 et la distanciation sociale ont affecté presque tous les secteurs d'activité. Nous avons le secteur du transport, l'horeca, le tourisme, l'événementiel, le secteur pétrolier ou encore l'industrie du luxe et de l'automobile. Pas de miracle avec une demande qui s'écroule dans le monde, à peu près 25% à court terme, 5% en année pleine, c'est-à-dire c'est plus qu'en 2009, la grande récession. Évidemment, ça a un impact très négatif sur les cours. Il faut aussi avoir en tête que le secteur des transports terrestres et aériens compte pour 56% de la demande de pétrole. Donc vous imaginez bien le choc que vit le secteur. Il y a aussi un effet d'offre.
qui est due à une guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie suite à un désaccord sur le maintien de prix du pétrole et donc de production à un niveau qui permet un prix du pétrole autour de 30-40 $. Donc c'est ce désaccord sur l'offre aussi qui pèse sur les cours du pétrole. Un secteur en particulier arrive à déjouer tous les pronostics. Je parle bien entendu du secteur technologique. 3 raisons peuvent expliquer cela. Dans un premier temps, nous avons un changement d'habitude de la part des consommateurs. Nous avons un marché pour le streaming qui est en augmentation. Et nous avons également un marché du télétravail et de la visioconférence qui est en augmentation. Puisque nous parlons du secteur technologique, il est indispensable de faire une petite parenthèse sur les GAFAM. GAFAM, 5 lettres pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En moins de 15 ans, ces 5 superpuissances numériques américaines sont devenus des acteurs incontournables de l'économie mondiale. La valeur en bourse des GAFAM pèse plus lourd que l'ensemble des entreprises françaises cotées sur le marché, et le montant cumulé de leur trésorerie est plus important que le PIB de la Suède. Dans notre vie quotidienne, il est aujourd'hui impossible d'y échapper. Nos modes de communication, d'information, de divertissement et de consommation ont été bouleversés par ces entreprises. Grâce à elles, nous avons accès rapidement à une multitude de produits et de services. Les GAFAM disposent de moyens financiers colossaux et sont capables d'attirer les meilleurs talents pour rester compétitifs et créer de nouveaux besoins. Investissant massivement dans les technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou la robotique, les GAFAM se lancent maintenant dans des secteurs tels que la finance, la santé ou même l'automobile. Si les GAFAM sont admirés pour leur audace technologique, ces géants du web suscitent de nombreuses critiques. De plus en plus de voix s'élèvent notamment contre le système d'optimisation fiscale qu'ils pratiquent. En effet, grâce à des accords passés avec certains États au système fiscal extrêmement avantageux, les GAFAM peuvent ne pas payer leurs impôts dans les pays où ils génèrent leurs revenus. Apple, par exemple, vend ses produits dans toute l'Europe, mais déclare la majeure partie de ses gains en Irlande, où l'entreprise a négocié un taux d'imposition quasiment nul. Les GAFAM exercent ainsi une concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui, elles, payent leurs impôts là où elles sont installées. Plus récemment, la question de l'exploitation de nos données personnelles à des fins marketing est venue encore une fois ternir l'image de ces mastodontes du numérique. Face à cette concentration du pouvoir technologique et financier, la question de leur régulation devient de plus en plus urgente. Faisons une analyse rapide de 3 indices boursiers. Tout d'abord, le CAC 40 qui a chuté de 34%, qui est actuellement dans une reprise au ralenti. Nous avons ensuite le S&P 500 qui a chuté de 32%, avec toutefois une très bonne reprise. Enfin, nous avons l'indice des sociétés technologiques, à savoir le Nasdaq, qui a chuté de 27%, mais qui a eu une excellente reprise en V avec un nouveau plus haut. Pour preuve, nous pouvons constater que les valeurs les plus importantes du S&P 500 sont les GAFAM qui sont également cotées au Nasdaq. Et pour conclure ce deuxième épisode... Laissez-moi deviner, vous allez encore une fois lâcher les chiens? Ne dites pas de bêtises, lâchez un nuage radioactif!